Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous redemander une deuxième salve d'applaudissements pour nous encourager, s'il vous plaît. Après, merci, la si brillante prestation précédente. Mais savez-vous que nous allons nous inscrire parfaitement dans ce qui a été dit juste avant nous. Il était question de crise des institutions et nous allons passer, nous attaquer à la crise des consciences, qui est une sorte de corollaire. Il n'y a pas forcément de différenciation dans tout cela. Un immense doute, vous le savez, s'est emparé depuis toujours, mais particulièrement en ce XXIe siècle, de notre société, de nos sociétés en quête de sens. Nous avons tous entendu parler, lors des dernières, j'allais dire, décennies, elles ont défrayé la chronique, de ces sectes, de ces suicides collectifs. Rappelez-vous l'ordre du temple solaire, rappelez-vous l'attentat au gaz sarin de la secte Aum, ultra-violent dans le métro de Tokyo, au Japon, tout près d'ici finalement, la secte du Mandarum avec ses totems sur la colline de Castellane et le gourou Gilbert Bourdin, le développement mondial de ces sectes planétaires désormais qui ne sont... On ne sait pas si ce sont des religions ou des entreprises qui s'emparent de nos cerveaux, le Moon, la scientologie. Alors, nous avons la Miviludes, nous évoquions ce sujet en France, la mission interministérielle de vigilance, de lutte contre les dérives sectaires chez nous, qui veille au grain sur le développement de ces mouvements. Je vous dirais que ce n'est pas tant le sujet qui nous agite en réalité ce matin, nous allons le dépasser. Une fois que j'ai rappelé cet existant, nous allons nous emparer, et c'est en ce sens que nous sommes dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, de ce qui se produit aujourd'hui. Le sujet, je dirais, s'est déplacé ailleurs. Vous allez voir que ça va vous intéresser. Les temps changent, comment les comportements sectaires, plus que des organisations réelles qui s'emparent des individus, qui vident leur compte en banque. J'ai connu ça autour de moi dans ma propre famille. Comment les comportements aujourd'hui épousent ce que nous pourrions appeler les dérives sectaires à l'ère des réseaux sociaux. Rappelez-vous le grand marteau de Xavier Gors lors du set précédent qui écrase tout, ce marteau de X et des autres. La montée de la radicalisation. Agnès Buzyn en était aux premières loges, le choc planétaire de la crise Covid et tout le délire anti-vax et autres qui s'est emparé d'une grande partie de l'humanité, qui aurait été un accélérateur du complotisme, l'anti-vax et le reste. Les sectes, j'ai presque envie de dire de façon un peu elliptique, elles sont partout désormais, elles rôdent partout, pas forcément organisées. Je crois que Gérald Bronner est d'accord, c'est ce que vous évoquiez à l'instant avec ce concept. Pour en parler, donc Gérald Bronner, applaudissez-le s'il vous plaît. Sociologue, vous êtes, on dit de vous, spécialiste des croyances collectives et vous avez signé Exorcisme, dont vous allez nous parler chez Grasset. Alors les ouvrages que vous évoquez sont évidemment en présentation ici même. Avec nous Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, auteur de Journal, trait d'union, janvier 2020, juin 2020, ça me rappelle une période particulière dans l'histoire de votre carrière politique, chez Flammarion. Avec nous, Pierre Bentata. Bonjour Pierre, essayiste, économiste. Votre dernier essai, c'était Tous notés, si l'on arrêtait de juger les choses et les autres, est donc soi-même publié par l'Observatoire. Je commence par vous, Gérald Bronner, avec Exorcisme. Votre essai, vous êtes, donc, je le disais à l'instant, présenté comme spécialiste des sectes, on va le dire rapidement, pas que, hein. Vous avez d'autres cordes à votre arc, évidemment. Les légendes urbaines, le complotisme. Le Point parlait de vous comme vous êtes devenu une sorte de chevalier de la raison. Hein, je cite l'hebdomadaire. Que racontez-vous dans Exorcisme? J'ai vu la présentation. Je vous avoue, je vais être honnête, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il me fait très envie, votre ouvrage, parce que vous racontez votre jeunesse à Nancy. Vous avez 15 ans et je vous laisse poursuivre. Oui, je ne vais pas être très long sur ce sujet, quoiqu'il y a un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Et l'idée de ce livre Exorcisme, en fait, vient, sinon j'aurais jamais osé l'écrire, de mon éditeur, Christophe Bataille, que j'admire beaucoup en tant qu'auteur et aussi en tant qu'éditeur, parce qu'il avait lu dans certaines interviews, parce que je travaille donc sur les croyances collectives. Aujourd'hui, je suis professeur à la Sorbonne. Et j'ai avoué, si je puis dire, peut-être que le terme est excessif, à la faveur d'une interview, que moi-même, j'avais été extrêmement croyant,
disons effectivement entre 15 et 25 ans, grosso modo. J'avais cru à des choses totalement radicales. Et à l'occasion d'un déjeuner, il me dit, mais dis-moi en plus, c'est quoi cette histoire? Et donc je lui ai raconté, et il m'a regardé les yeux dans les yeux, il m'a dit, je t'interdis de ne pas en faire un livre. Voilà. Et quelques années plus tard, eh bien, je me suis raconté, donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça nous sortirait un peu loin, sauf que peut-être cette phrase qui peut introduire en quelque sorte notre réflexion, c'est que j'ai dit à propos de ce livre que de cette expérience, je garde l'idée, le savoir qu'on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même. Parce que moi-même, j'étais rentré, on peut dire, dans une forme de radicalité. Je ne crois pas que le petit groupe qu'on a monté, on était quand même 60 à la fin, de jeunes gens un peu illuminés. Je ne pense pas que c'était tout à fait une secte, et on pourrait dire pourquoi, quelles sont les caractéristiques de ce qu'on appelle une secte. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucun d'entre nous n'était fou. Et ce qui frappe quand on est sociologue comme moi et qu'on s'approche de ce type de mouvement, c'est que ces gens peuvent faire des choses absolument abominables, des suicides collectifs, il a été dit. J'ai moi-même observé une secte de l'intérieur pendant 1 an, en tant que sociologue, bien plus tard, pour voir justement comment on adhérait à ces théories qui étaient totalement exotiques. Et à l'intérieur de cette secte, appelons-la de ce mot, les gens pensaient que le gourou était capable de faire léviter des éléphants par la puissance de la pensée. Voilà. Et donc, votre étonnement montre combien cette croyance est totalement exotique, mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui croyaient en cela n'étaient pas plus fous en moyenne que vous ou moi. Alors, je rappelle que l'homme raisonnable que vous êtes aujourd'hui scrutait jadis, dans sa jeunesse, l'avènement de l'apocalypse, c'est ça? Oui, nous étions ce qu'on appelle millénaristes, ce qui est un trait assez répandu chez pas mal de sectes, qui attendent la fin du monde en fait. Et la tentation quand on attend la fin du monde, parce que ça peut durer longtemps, hein, on peut attendre longtemps, et c'est d'essayer, pourquoi pas, de l'accélérer, c'est-à-dire de produire des choses pour le pire ou le meilleur. Le pire, ce sont par exemple des suicides collectifs, hein, où il y a la secte Evangate sur la côte ouest des États-Unis, où ils se sont tous empoisonnés parce qu'ils croyaient que c'était le moment venu que leur corps astral rejoigne je ne sais quel vaisseau extraterrestre. Et par exemple, pour la secte du Mandarum, on a un très bon livre publié aux Presses universitaires de France, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est pas de l'autopromotion, qui s'appelle Un ethnologue au Mandarum. Et quand on regarde les statistiques des membres de cette secte, qui étaient quand même très loufoques, on en faisait des reportages télévision en fait pour nous moquer un peu d'eux en quelque sorte, eh bien il y avait des chercheurs CNRS, il y avait des gens qui avaient un niveau de diplôme en moyenne supérieur à la moyenne nationale. C'est donc des personnalités locales, du monde de la politique, de la médecine, voire internationale. Il y avait des gens très bien dans ces sectes. Hein. Oui, d'ailleurs c'est pas une dépréciation, on peut croire à des choses très radicales tout en étant très constitué intellectuellement. C'est ça le mystère qu'il faut essayer de résoudre. Gardez la main encore une seconde et nous entendrons Agnès Buzyn très vite et Pierre Bentata. Comment devient-on un fanatique? Comment on cesse de l'être quand on a une expérience, on va dire, non pas de secte, vous n'avez pas monté une secte, mais il y avait peut-être quelque chose qui aurait pu aller beaucoup plus loin, si j'imagine. Comment est-ce qu'on en sort à un moment donné? Quel est le déclic qui fait qu'on se dit j'arrête? Alors, on peut bien sûr en sortir. J'en suis par exemple la preuve vivante. Ça fait bien longtemps, mais il y en a beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, une de mes étudiantes, une doctorante, qui est maintenant ma collègue, Romy Sauvert, a écrit sa thèse sur ce sujet. Elle a suivi plus d'une centaine d'anciens adeptes d'une secte. Et il faut savoir que quand on rentre dans une secte, on abandonne presque tout. Souvent, les sectes vous demandent d'être leur nouvelle famille. Donc, vous abandonnez votre famille, vous abandonnez vos amis, vous abandonnez votre travail. C'est ce qu'on appelle le sophisme de la dépense gâchée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup investi en termes de temps, d'argent même souvent, parce qu'on en reparlera aussi, mais évidemment, il y a des enjeux économiques là-dedans, ou autres d'ailleurs, ou sexuels, ou etc. C'est ça qu'on va appeler les dérives sectaires, c'est les abus de la liberté d'autrui. Et donc vous abandonnez tout, c'est très difficile de revenir en arrière. En plus du fait que c'est toujours très difficile d'abandonner une représentation du monde qui est quand même relativement heureuse au début. Quand vous rentrez dans un groupe sectaire, il y a la période qu'on appelle le love bombing. Vous allez donc être bombardé d'amour, grosso modo, et c'est vrai aussi d'ailleurs dans les groupes djihadistes, etc., c'est très documenté, on va vous dire que vous êtes une personne formidable et que c'est les autres qui ne l'ont pas vu. Et les autres, ce sont vos amis, votre famille, etc. Tout ce qui vous est arrivé de mal dans votre vie, ce n'est pas de votre faute, c'est à cause de la toxicité de votre environnement. Donc ça, c'est la première narration qui va permettre de vous reconstruire identitairement. Et à partir de là, eh bien, entre les premiers doutes, vous dites, oui, mais ils m'ont dit ça, mais le gourou dit comme ça, mais il ne se comporte pas, etc. Il faut entre 6 et 8 ans pour sortir d'un groupe sectaire. Donc vous imaginez, à partir des premiers doutes. Donc c'est très long, c'est très douloureux, et on en sort en quelque sorte
comme on en rentre, c'est-à-dire qu'on rentre progressivement dans un groupe sectaire. C'est pas, il y a des radicalisations éclairs, paraît-il, mais c'est pas ce qui décrit en général le processus de radicalisation. La radicalisation, c'est un escalier dont les premières marches sont si petites que vous ne vous apercevez pas que vous êtes en train de vous enfoncer dans une doctrine qui vous écarte du sens commun. Et à mesure que vous écartez du sens commun, vous allez susciter des colibés, voire de la peur de la part de ceux qui vous aiment, et c'est ça qui va faire que vous allez rompre avec eux. Parce que c'est ces gens-là, pensez-vous, qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent de reconstruire votre nouvelle identité. Et en plus, comme le groupe sectaire, encore une fois, va vous bombarder d'amour et vous inciter à vous... j'ai toujours peur quand Xavier Gorce fait un dessin. Sur l'éléphant, il y a un doute, mais sur la gazelle, ça reste possible. Ah ouais, voilà. Toujours l'excellent Xavier Gorce qui résume d'un mot. Donc voilà, ces processus-là vous donnent l'impression, quand on les regarde, que finalement, ces gens sont fous ou bêtes, mais ce n'est pas ce qui les caractérise. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail sociologique pour les comprendre et pour penser ce qu'on appelle les dérives sectaires. Alors, vous savez qu'il y a toute une série, on ne va pas les égrener ici, on perdrait trop de temps, mais vous allez sur le site de la Miviludes, c'est très bien expliqué quels sont les critères d'appartenance à une secte. Alors ça m'étonne beaucoup parce que quand vous lisez les critères en question, je les ai là, je pourrais vous les égrener. Vous pourriez y faire rentrer pas mal de choses, dans certaines formations politiques, certains développements, je pense à l'islam radical qui correspondent, ce à quoi nous assistons, à des dérives sectaires. Agnès Buzyn, je passe à vous rapidement, de la secte à proprement parler, si bien décrite par Gérald Bronner, à la dérive sectaire. Il y a quelque chose comme de l'ordre de la secte atmosphérique. Pardonnez-moi pour ce détournement d'expression, mais elle s'applique parfaitement bien. Vous l'avez vécu en première ligne dans la vie politique, en tant que ministre, en pleine crise Covid, à des dérives sectaires. La santé est un terrain de jeu formidable, et pour les sectes, et pour, je dirais, quelques charlatans et des dérives sectaires auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et Pierre Bentata y reviendra aussi avec la question de l'avènement numérique. Merci beaucoup, M. Achilli. Alors, effectivement, on peut se demander pourquoi une ancienne ministre de la Santé intervient dans ce domaine, mais parce que la Miviludes l'a bien mis en évidence. La principale raison pour laquelle les gens commencent à adhérer à des croyances ésotériques, puis éventuellement vont vers des dérives sectaires, c'est la porte d'entrée de la santé, et notamment de l'annonce d'un diagnostic. Alors, ça n'est pas très étonnant, c'est profondément humain. L'annonce d'un diagnostic, et je pense en particulier à un diagnostic de cancer, qui est ma spécialité, c'est un moment d'extrême vulnérabilité. D'abord, on a peur. Quand on a peur, l'émotion l'emporte sur la raison. La deuxième raison, c'est qu'on se demande pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quelle est la cause? Et malheureusement, la médecine n'a pas toujours de réponse à donner face à cette angoisse existentielle et cette recherche de sens qui est profondément humaine. La troisième raison, c'est qu'on a aussi envie de réponses sur la guérison et qu'on va chercher quelqu'un qui vous apporte des réponses formelles. Là aussi, les médecins, souvent, n'ont pas de réponse formelle à donner sur un cancer. Ils vont parler de probabilité de guérison. Et donc, on va rechercher cette quête de sens et cette réponse devant l'angoisse de la mort auprès de gens qui vont apporter des réponses formelles et donc qui ne vont pas exprimer de doute et qui vont rassurer. Et c'est un moment d'extrême vulnérabilité qui est très très bien identifié. On l'avait identifié dans le plan cancer. Si certains d'entre vous ont eu un cancer, il y a des guides, par exemple, publiés par l'Institut national du cancer, où on évoque cette vulnérabilité au discours charlatanesque. Et donc, on va voir des gens qui, parce qu'ils n'ont pas réussi à créer le lien médecin-malade de confiance, ou qui ne sont pas capables d'entendre qu'il n'y a pas de cause et qu'on n'est pas sûr de la guérison, vont aller chercher des réponses ailleurs. Alors, il y a tout un panel, et vous avez raison, hein, c'est une atmosphère. Il y a une forme d'arc-en-ciel de possible, la dérive sectaire n'étant que l'ultime adhésion à un groupe qui va extorquer de l'argent, etc. Mais les gens dépensent énormément d'argent, tout de même, dans des dérives, alors que j'appelle aujourd'hui des médecines alternatives, alternatives voulant dire qui mettent en cause la médecine traditionnelle. Ça n'est pas du tout la même chose que les médecines complémentaires, qui sont complémentaires
à l'action de la médecine. Alors évidemment, les diététiques, le sport, l'accompagnement psychologique, tout ça est reconnu parfaitement par les scientifiques. Les médecines complémentaires sont admises. Les médecines alternatives, c'est tout autre chose. J'ai été voir sur le site du ministère de la Santé avant ce débat pour voir un peu quels étaient. Il y a au moins une trentaine de sigles de professions qui se terminent en thérapie et qui ne sont absolument pas exercées par des professionnels de santé, qui ne sont pas dans le Code de la santé publique et qui sont des médecines que j'appelle ésotériques, en ce sens qu'elles ne répondent à aucun des critères de rationalité de la science et de la recherche. Et donc, je pense à la réflexothérapie, l'auriculothérapie, la naturopathie. Là, vous en avez 30. Je ne peux même pas les lister tous. Et aujourd'hui, aucune de ces médecines n'a fait la preuve de la moindre efficacité. Et là où on doit avoir, je dirais, la sonnette d'alarme, c'est lorsque ces personnes-là vous proposent d'abandonner la médecine conventionnelle. C'est là le moment de rupture. C'est là le moment de risque. Et donc, c'est pour ça que la médecine est un moment particulier, enfin en tous les cas l'annonce du diagnostic particulier, où on va être soumis à cette angoisse de mort et où on va pouvoir adhérer à des gourous. Alors, l'exemple principal... Oui, avant de donner la parole à Pierre Biantata, je voulais vous demander un exemple précis. Le druide des Calanques. L'exemple précis, c'est que nous avons tous eu peur de mourir, tous en même temps, en mars 2020, et qu'un gourou est venu nous apporter la réponse. Il avait la réponse. Or, sujet qui fait polémique toujours aujourd'hui, je vous rappelle. C'est toujours une polémique, évidemment. Tout le monde a compris à qui nous faisions allusion, peut-être. Évidemment, oui. Je parle de Didier Raoult, et je pense que beaucoup ici, beaucoup d'entre nous ont... Formidable. Et donc, oui, Didier Raoult nous a apporté quelque part cette réponse à cette angoisse existentielle. Et nous avons adhéré, les politiques ont adhéré. Enfin, nous, alors là, franchement, pas moi, parce que je le connaissais d'avant, donc je connaissais un peu ses pratiques. Mais effectivement, il n'y a plus de place à la rationalité. Et ça, alors, on en reparlera certainement. C'est aussi lié à un phénomène de société qui est aujourd'hui notre rapport à la vérité scientifique et à la culture scientifique. Et là, je pense que nous vivons dans un siècle qui avance de plus en plus vers l'obscurantisme. Alors, on verra ce qu'apporte l'élection de Trump aux États-Unis en termes d'obscurantisme, mais sur la santé, je pense que les Américains ont vraiment des raisons d'avoir peur, notamment si son conseiller... Kennedy Jr., Bob Kennedy Jr. est vraiment appelé à exercer le ministère de la Santé. Je pense là qu'on va vers une période d'obscurantisme moyenâgeux. Voilà, on en reparlera certainement. Alors Pierre Biantata, nous avons évoqué évidemment cette mutation du phénomène sectaire. Les sectes existent toujours, les sectes constituées à coup de millions de pratiquants dans le monde entier. Mais aujourd'hui, les dérives sectaires, qui ne sont pas donc forcément des organisations très structurées, eh bien, ce phénomène emprunte les réseaux sociaux. Et oui, nous y sommes, le numérique. Et Pierre Biantata, il y a une sorte d'avènement des sectes avec la tech. C'est une sorte de terrain de jeu sans limite. Vous me disiez au téléphone qu'il y a au fond une forme d'économie qui se dessine autour de ça. Oui, l'impact du numérique, c'est que ça rend beaucoup plus facile d'aller chercher de l'information. Et donc, très souvent, les gens qui vont adhérer, au départ, sont des gens qui doutent. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ils n'ont pas au départ une idée très fixe et prédéterminée. En revanche, ils se posent des questions. Et sur le cas Raoult, par exemple, si vous regardiez les vidéos sur YouTube, en plus, il a monté sa chaîne après, qui a été un carton, mais les gens s'interrogeaient vraiment objectivement en se disant, on nous dit qu'il y a un débat, est-ce que ça marche l'hydroxychloroquine ou pas? Donc ils allaient taper simplement dans les moteurs de recherche sur les réseaux. Et très rapidement, comme le débat dépassait leur culture scientifique, parce que sur le fond, il y a quand même ça, il y avait des gens qui se disputaient en n'ayant aucune connaissance sur ce que les statistiques, sur est-ce qu'il fallait vraiment des espérances domisées ou pas, quel était l'impact d'une p-value. Donc, évidemment, ce sont des sujets qui les dépassent, mais là-dedans, vous allez toujours trouver un contenu sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming qui va aller dans votre sens. Et sans même vous en apercevoir, parce que l'algorithme de recommandation va regarder, il va enregistrer sur quoi vous avez passé du temps, combien de secondes vous avez passé sur tel ou tel énoncé, et qu'il est fait pour simplement vous inciter à rester sur la plateforme, pour optimiser votre expérience utilisateur.
il va vous donner du contenu qui finalement va dans votre sens ou qu'il a enregistré comme étant du contenu plaisant pour vous. Et donc sans le faire exprès, les petites marges dont parlait tout à l'heure Gérald, sans le faire exprès, vous allez plonger vous-même dans ce qu'on appelle un terrier de lapin, où vous allez aller de plus en plus vers des contenus qui peuvent être bizarres et étranges sans même vous en apercevoir. Et c'est vrai que là, le numérique a un impact qui est très fort parce que auparavant, si vous étiez tombé sur un énoncé absurde ou quelque chose qui pouvait poser question, vous alliez rediscuter avec votre entourage, vous alliez avoir des discussions, des débats, et puis il y avait des chances que potentiellement, rapidement, vous oubliez cette idée. Ici, le fait d'être sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et qui continue en permanence à vous amener, à vous alimenter en informations fausses ou étranges, fait que vous n'allez plus avoir le recul. Vous allez vraiment manquer de recul et au lieu d'avoir un entourage qui peut vous dire bah non, c'est grotesque ou attends que les scientifiques tranchent parce que tu n'en sais rien, vous allez trouver tout de suite des gens dans les commentaires, dans les forums, dans les boucles de vos réseaux sociaux qui vont de toute façon être d'accord avec vous. Donc on va avoir un effet de propagation beaucoup plus rapide d'idées étranges et une communauté très rapide qui va s'installer pour que vous puissiez vous complaire dans cette idée. Gérald Bronner, il y a ce phénomène qui se dessine, hein, vous me faites découvrir une nouvelle expression, la conspiritualité, c'est-à-dire le conspirationnisme, on va dire ajouté, additionné ou teinté de spiritualité. Oui, alors effectivement c'est un terme que nous utilisons les chercheurs, mais j'ai pas du tout la paternité de ce néologisme, ce jeu de mots, mais c'est un assez beau jeu de mots qui résume bien finalement ce qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qu'on observe avec un peu d'inquiétude. C'est l'émergence d'un nouveau continent, on va dire, de croyances. Et clairement, le coup d'envoi, si je puis dire, ce fut la pandémie de Covid-19, où il y avait d'une part des gens qui s'intéressaient beaucoup à la spiritualité, au fait de pouvoir éventuellement guérir d'un cancer en buvant des jus de fruits, etc. Alors d'ailleurs, j'utilise, c'est vrai que le terme, comment dirais-je, médecine alternative est souvent utilisé. Moi, je préfère le terme pseudo-médecine, parce qu'il dit mieux les choses. Médecine alternative donne l'impression que c'est une autre façon de faire la médecine, alors que pseudo veut bien dire ce que c'est. Ce ne sont pas des médecines, tout simplement. Ce sont des hypothèses qui sont fausses, parce que quand elles sont testées, on voit bien qu'elles n'ont pas d'efficacité thérapeutique au-delà du placebo. Et le problème, c'est qu'en effet, elles peuvent créer une substitution, une proposition de substitution à une offre thérapeutique, puisque souvent ces individus, certains sont condamnés pour ça, vous le savez, Madame la Ministre. On pense notamment à M. Casasnovas, par exemple, ou d'autres, que nous avons pointé à la Miviludes, parce que je suis au conseil d'orientation de la Miviludes. En précision, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est Thierry Casasnovas, ouais, qui exerce illégalement la médecine, puisqu'il propose des thérapies, etc. Avec succès, hein, oui. Avec un très grand succès. Oui. Et en effet, nous avons vu à la Miviludes que statistiquement, l'augmentation des saisies de la Miviludes est très centrée sur le thème donc, de la santé. Et ce qui s'est produit au moment de la Covid, eh bien, c'est que ce groupe d'individus très nombreux qui s'intéressent à des formes de pseudomédecine et ceux qui considèrent que les grands faits de l'histoire, en fait, cachent en dessous de l'actualité une intention malveillante d'un certain nombre de groupes. Par exemple, la Covid-19 aurait été créée volontairement par les laboratoires pour nous empoisonner et ou pour nous vendre le vaccin, etc. Vous avez tous entendu ces récits. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont adhéré, pourquoi pas, à ces récits. Et j'ai dit tout à l'heure que la crédulité n'est pas une question d'intelligence. Hein. Moi-même, je vous ai dit que dans une partie de ma vie, j'avais été saisi par ces propositions crédules. Donc il n'y a pas de honte en soi là-dedans. Mais par contre, en effet, on voit la convergence de ces deux choses. Et nous avons mené une étude avec la Fondation Descartes, qui est la seule fondation, je crois, en France, qui s'intéresse à la question de la qualité de l'information. Une étude quantitative pour savoir comment, justement, les gens étaient mésinformés en matière de santé. Je vous invite à la lire parce qu'elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. C'est mon collègue Laurent Cordonnier, un excellent sociologue, qui s'est chargé de faire les études statistiques. Et qu'est-ce que nous découvrons ? Mais nous découvrons, pour aller dans le sens de ce que disait Pierre Bentata, qu'en fait, le fait d'aller souvent s'informer sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes vidéo comme YouTube, etc., était un prédicteur statistique très fort du fait de croire en des pseudomédecines. Voilà. Et en même temps, et je le disais tout à l'heure, par contre ça c'était un élément de surprise, les gens qui scorent très haut dans les croyances de pseudomédecine sont aussi ceux qui connaissent le moins les questions de médecine générale. C'est-à-dire quand on leur a posé un quiz,
Et ça, c'était un peu une surprise parce que je me disais, au moins ces gens qui s'intéressent aux chakras, je sais pas quoi, aux énergies, ils connaissent quand même peut-être plus la santé que les autres. Mais c'est pas le cas. En fait, ils scorent moins fort. Et sans surprise aussi, ce qu'on a vu, c'est que ce qui protégeait le mieux, c'était d'une part le fait d'avoir un esprit analytique, parce qu'on sait le mesurer aussi, donc de s'abandonner un peu moins à ses intuitions. Et puis, d'autre part, et ça c'est peut-être aux politiques dans la salle que ça doit faire réfléchir, le fait d'avoir un médecin traitant. Par exemple, ceux qui avaient un médecin traitant ne furent que 12% à refuser le vaccin pour la Covid-19, alors que ceux qui n'avaient pas de médecin traitant étaient 30%, ce qui est une différence tout à fait notable. Alors ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit le fait d'avoir un médecin traitant vous donne un intermédiaire de confiance et vous l'interrogez, plutôt qu'Internet, vous lui dites ah, tiens, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Et comme vous avez confiance en lui, vous acceptez qu'il vous dise non, ça je pense que c'est pas attesté. Ou bien au contraire, parce que vous êtes nourri de pseudo-médecine, vous n'avez pas envie d'avoir un médecin traitant, n'est-ce pas? Et une autre étude qui a été faite, et j'arrêterai de vous abreuver de chiffres, mais il faut bien avoir comme ça des données générales, qui a été faite sur 50 pays, et donc 50 000 personnes ont été testées, le N statistique est assez important, et on leur a demandé, est-ce que, avant d'aller chez votre médecin, vous vous renseignez sur Internet pour avoir votre propre idée, c'est-à-dire est-ce que vous faites un pré-diagnostic? Eh bien, sur l'ensemble de 50 pays, il y avait des cultures très très différentes. Hein. On avait aussi bien le Mexique que la France, que les pays africains, asiatiques. Eh bien, il y avait plus de 60% des gens qui allaient faire un pré-diagnostic en allant voir sur Internet. Donc la plupart des médecins sont maintenant confrontés à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Hein. L'effet Dunning-Kruger, c'est l'impression de savoir. On va s'informer, on va lire 2-3 papiers, on a l'impression de savoir, seulement on n'a pas assez de compétences pour se rendre compte de son niveau d'incompétence. Or, ceux qui sont plus compétents parlent moins que les autres, parce qu'ils voient l'étendue de leur incompétence, paradoxalement. Donc on a une asymétrie de prise de parole, par exemple sur les réseaux sociaux, sur des questions de santé publique, où ceux qui savent moins parlent plus que ceux qui savent. N'est-ce pas ? Et évidemment, du coup, de fausses informations deviennent plus visibles que des informations adossées à la connaissance scientifique. Et ça, c'est une des facettes, évidemment, du problème. Agnès Buzyn, je sais que vous allez réagir, rebondir sur ce qui a été dit par Gérald Bronner. Je vais compléter juste une question que je vous pose au passage pour enchaîner ensuite. C'est la crise Covid, évidemment, était un avant et après, hein, avec ces phénomènes de dérive sectaire, notamment autour des questions médicales. Vous avez l'impression que le politique a été désarmé dans sa réponse publique par rapport à ce délire collectif qui a tournicoté? Et est-ce que les médias ont leur part aussi, en ayant donné le libre champ à des argumentaires qui ont pu troubler les populations? Alors, c'est une question vraiment passionnante, c'est comment on gère ça. Peut-être avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur quelque chose qui m'a toujours frappé. Les pays nordiques ont beaucoup plus confiance dans les messages de santé publique de leur gouvernement. En France, on doute en permanence du bien fondé d'un message de santé publique, que ce soit les dépistages des cancers, que ce soit la vaccination, etc. On pense que le doute, c'est l'esprit critique. J'y reviendrai parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on a des doutes qu'on a un esprit critique, au sens scientifique du terme. Et le problème, c'est que ça rejoint un peu la panel d'avant qui parlait de la responsabilité. Quand un politique prend une décision de santé publique, il expose sa responsabilité. Tous les gens qui ont ces discours totalement déviants sur Internet ne s'exposent en rien, ils ne prennent aucun risque. Parce que d'abord, les gens souvent qui ont cru à ces pratiques charlatanesques ont honte et n'osent pas porter plainte. Parfois, ils sont morts, ils n'ont pas porté plainte, parce que des retards de diagnostic, des retards de prise en charge, etc. Et donc, en réalité, le seul qui prend des risques, en fait, quand il impose quelque chose à une population, c'est le pouvoir politique. Et ces décisions, elles ne viennent pas d'une simple envie d'un politique. Ce n'est pas une décision individuelle. Les messages de santé publique, ils sont travaillés par des groupes de travail avec des experts, des médecins, des spécialistes d'épidémiologie, des gens spécialistes de l'éthique. Ça émerge de groupes de travail et donc ce ne sont pas des décisions
idéologique. Et donc je ne comprends pas pourquoi la population fait plus confiance à des gens qui n'exposent jamais leurs responsabilités qu'à un gouvernement qui se met en jeu, enfin je suis bien placée pour le savoir d'ailleurs, à la fois la responsabilité politique devant les citoyens, devant le vote, et une responsabilité juridique ou judiciaire plutôt. Donc voilà, je pense que ça devrait... Qui met en jeu sa responsabilité quand il parle? Je pense qu'à chaque fois qu'on écoute un message, on devrait avoir cette résonance. Qui parle et est-ce qu'il s'expose? Mais quand vous dites pays nordique, une acceptation, une attention accrue, pas chez nous, pourquoi je ne sais pas. Alors je n'ai pas poussé, mais peut-être pour répondre à votre deuxième question, il y a une incompréhension fondamentale dans notre pays de ce qu'est un débat scientifique. La science n'est pas démocratique. Ça n'est pas un fait scientifique. On n'en débat pas dans l'espace public sur un plateau télé avec des experts qui sont souvent experts autoproclamés, sans compter certains qui ne sont pas du tout experts. Alors j'aime beaucoup Alain Boer quand il parle de sécurité, il est très bon, mais enfin quand il parle de mutation du virus sur LCI, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là? En quoi il est plus légitime qu'un professeur d'épidémiologie pour parler? Ça veut dire qu'il faut cesser la tautologie sur les plateaux de télévision, c'est ça? Oui, en fait. Et donc je rejoins Gérald Bronner, c'est-à-dire qu'à un moment les gens devraient être face à leur méconnaissance des sujets et l'assumer. Et ce qui est intéressant dans le Covid, et pourquoi ça a percuté toute notre capacité de répondre correctement, c'est qu'en fait, les gens n'étaient pas invités sur les plateaux télé quand ils émettaient des doutes et qu'ils disaient « je ne sais pas ». Or, la réalité, c'est qu'au début, on ne savait rien. On essayait de comprendre, on essayait d'avoir des infos de Chine, etc. La réalité, on n'était pas sûr de la durée de la contagiosité, des méthodes, on pensait que c'était par les mains, enfin bon. Donc, et en fait, quand vous venez dans un plateau télé pour dire « je ne sais pas », ben vous n'êtes pas réinvité. En fait, les seuls qui sont réinvités, c'est ceux qui savent. Or, un scientifique doute. Normalement, il doit douter, il doit mettre en cause son savoir, etc. Et j'ai envie de reprendre cette phrase de Nietzsche, et j'arrête là. C'est une phrase que j'adore, qui dit « Le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet. Il conçoit les choses plus simples qu'elles ne sont et en forme par la suite une idée plus saisissable et plus convaincante. » Et donc, en fait, c'est cela. Un vrai scientifique doute, et ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille pour Didier Raoult, c'est l'absence de doute. Et tous ceux qui ont pris la parole sur les plateaux télé étaient des gens qui ne doutaient pas, parce que ceux qui doutaient n'étaient pas invités. Donc là aussi, est-ce qu'on est capable d'entendre à un moment qu'on ne sait pas, que la recherche avance et qu'il faut du temps pour avoir des certitudes en recherche, et que seuls les scientifiques qui confrontent des hypothèses sont susceptibles de débattre, pas le citoyen lambda qui n'a pas les données initiales pour évaluer la recherche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, préparez vos questions. Oui, vous pouvez l'applaudir. Préparez vos questions, ça va être bientôt à vous. On comprend bien à travers ces exemples que le complotisme, le charlatanisme, tout ce qui tourne aujourd'hui, notamment sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, sont en passe de devenir ces nouvelles sectes qui se constituent, je dirais presque par-delà des organisations précises. Pierre Bentata, c'est très difficile à battre finalement, on va dire à endiguer. Il n'y a pas de débunkage possible facilement en tout cas. Non, c'est difficile d'abord parce que ça, en tout cas dans l'univers numérique, une information fausse qui est débunkée, de toute façon, elle n'atteindra jamais autant de personnes que la fausse information elle-même. Et ça, c'est de notre faute, collectivement. Hein. C'est donc pas débunker pour nos personnes. On arrive, une information qu'on a démystifiée, dont on a démontré la fausseté, de toute façon, ne touchera pas tous les gens qui ont été victimes de l'information fausse au départ. Et c'est collectivement que nous commettons ici une erreur, c'est que nous ne réagissons pas en ligne à des choses qui sont vraies. Ce qui est banal nous paraît assez anodin, trivial, ne mérite pas un effort pour le communiquer, alors que ce qui est viral est toujours quelque chose d'assez extraordinaire et donc potentiellement faux. Donc comme nous réagissons tous comme ça collectivement, de toute façon, nous nourrissons une machine qui donne la primauté à ce qui est extravagant, radical, potentiellement faux ou complètement complotiste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a en plus une confusion aujourd'hui des genres entre le monde numérique et les médias traditionnels. Là aussi, je pense que personne n'est vraiment en faute, sauf que quand il y a une concurrence dans les médias traditionnels pour savoir qui on va inviter, mécaniquement, ces journalistes ou les gens qui travaillent dans les médias sont comme vous et moi, ils vont d'abord aller regarder là où ça va le plus vite, et donc sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez avoir du coup de très bonnes découvertes, mais ce qui se passe souvent, c'est que quelqu'un qui est très viral, qui est très vu, très populaire,
sur les réseaux sociaux va être considéré comme crédible, donc c'est la popularité qui fait la crédibilité ou la vérité, et il va être légitimé parce qu'il va être invité sur les plateaux. Et alors là, c'est foutu parce qu'une fois qu'il est arrivé et qu'il a la certification radio ou télé, il est encore plus puissant sur les réseaux sociaux. Donc on a ici une infrastructure informationnelle qui est devenue beaucoup plus compliquée. Et dans le même temps, la solution simpliste qui consisterait à dire obligeons les réseaux sociaux à lutter pour détruire toutes les fake news ou les combattre, c'est pas si simple que ça, parce que si on fait rien et qu'on leur dit simplement ça, créez votre propre algorithme, modifiez, pistez tout seul, d'une certaine manière, collectivement, nous déléguons le ministère de la vérité à des plateformes qui sont là pour faire de l'argent. Donc il y a une vraie réflexion à avoir en amont, et je pense vraiment personnellement que au fond, il n'y a que deux choses qui nous permettent vraiment de lutter. Évidemment, on peut réguler, on peut intervenir, mais il faut davantage de culture scientifique. Et donc, il faut revenir sur l'éducation. Et il faut bien voir que finalement, il y a un point commun entre toutes ces fausses informations, ces dérives spiritualistes ou complotistes, c'est qu'elles ont pour objectif de faire douter et de la réalité, et de la stabilité ou de la légitimité des institutions. Donc, à mon avis, il faut le prendre comme ça, en se disant, au départ, il y a un objectif commun, même s'il n'est pas dit ou s'il n'est pas conscient. Et donc, il faut mettre en place des mesures et avoir une réflexion en amont pour lutter justement en se disant, l'objectif, c'est une déstabilisation de fond des institutions. Gérald Bronner, vous diriez qu'aujourd'hui, puisque nous évoquons cette forme de transformation des croyances et de tout ce qui peut hanter pas mal de personnes sur cette planète, que des structures comme la scientologie, on a vu le nouveau siège qui s'est installé près du Stade de France, là, serait en perte de vitesse aujourd'hui. Il y a une forme de concurrence qui s'opère face à des institutions quasiment mondiales que sont devenues ces sectes. Oui, de toute façon, il y a un marché de la crédulité, oui. Et ce marché, il voit un certain nombre d'offres, et la demande, c'est potentiellement nous. Donc ces offres, elles sont en concurrence. J'avais rendu jadis, puisqu'il était Premier ministre, à Manuel Valls, un rapport sur cette question. Et alors on en était au tout début de ces interrogations, et je faisais remarquer dans ce rapport, ce qui s'est avéré par la suite, que la démarche sectaire, c'est une offre qui cherche une demande potentielle qui est rare, parce que cette offre, elle est très radicale. D'où le porte-à-porte, les gens qui viennent comme ça, vous voulez parler de la Bible, etc. La plupart du temps, on leur ferme la porte au nez, ça ne nous intéresse pas. Et donc ce qui a permis les réseaux sociaux et les mondes numériques, c'est de fluidifier le rapport entre l'offre et la demande. Précisément parce que la demande va être plus proactive en cherchant ce type de demande, et la demande va donc retrouver plus facilement ces niches qui sont quand même statistiquement rares. Et ça, c'est aussi très mesuré sur, par exemple, le djihadisme, etc. On sait qu'un certain nombre de groupes se sont constitués comme ça, parce qu'il y avait une demande potentielle éparse, assez rare statistiquement, et c'est donc dur dans la vraie vie, si je puis dire, pour que cette offre rencontre cette demande. Donc il y a une fluidification numérique incontestablement, mais quelquefois, les mondes numériques se sont retournés un peu contre les mondes sectaires. Il y a au moins un cas de figure qui nécessite d'être mentionné, parce que ça va nous faire un peu réfléchir, c'est précisément la scientologie. C'est très intéressant, parce que je ne sais pas où elle en est, la scientologie, mais en tout cas, les débuts d'Internet lui ont fait beaucoup de mal, alors que c'était une des sectes les plus puissantes dans le monde. Comment ? 2000 membres en France, voilà, je n'avais pas ce chiffre en tête. En tout cas, ils ont été frappés de plein fouet par le monde numérique. Et pourquoi ? Ça, c'est très intéressant. Parce que vous voyez, c'est ce groupe qui a été fondé par un écrivain de science-fiction, Ron Hubbard. D'ailleurs, on le voit dans le terme, scientologie essaye de jouer de l'ambiguïté de la science et en fait du spiritualisme. On vous fait passer des tests comme ça, qui sont pseudo-scientifiques, en vous faisant croire qu'on va pouvoir évaluer votre quotient intellectuel, les problèmes que vous avez dans votre cerveau. C'est ce genre de secte qui dit « nous n'utilisons que 10% de notre cerveau », ce qui est totalement faux d'ailleurs d'un point de vue neuroscientifique. Mais alors où sont les 90% restants ? Justement, nous on va vous aider. C'est assez alléchant comme proposition d'aller chercher les 90%. Et peut-être vous pourrez faire de la télépathie, etc. Bon bref, les débuts de ces propositions paraissent raisonnables, je dis vraiment entre guillemets, sauf que la fin de la thèse, qui est très secrète, de la thèse scientologie, quand vous rentrez en scientologie, il va falloir des années pour que vous sachiez vraiment le terme de leur croyance. Et le terme de leur croyance est totalement loufoque et exotique. Et vous voyez, on retrouve ce marché, ces marches, qui sont au début toutes petites et qui vous conduisent tout à coup vers les hauteurs des croyances exotiques. Seulement, si quelqu'un dévoile, avant que vous ayez pu franchir ces marches, le terme de cette croyance, ça va vous faire immédiatement un effet de retrait. Lorsque je vous ai dit que la secte que j'étudiais, on croyait que le gourou faisait léviter des éléphants,
on ne le croyait qu'au terme d'un certain processus. Les gens qu'on voulait recruter, on ne leur disait pas ça du tout. On leur disait, ah non, c'est juste un prof de yoga, d'ailleurs, tiens, il serre la main au pape, il y avait des photos, etc. Toutes sortes de choses qui rendaient crédibles les premières étapes. Et avec Internet, eh bien, il y a un certain nombre d'adeptes repentis de la scientologie qui ont tout simplement dévoilé le terme de la croyance. Et quand des gens commençaient seulement à monter les premières marches et qui se sont dit, ah, c'est vers là que ça va, parce que c'est une théorie complètement dingue, il faut bien le dire. Et là, eh bien évidemment, il y a eu un reflux de la croyance. Donc c'est un cas, peut-être un des rares, où cette fois, provisoirement, Internet a nui. Le dévoilement d'une connaissance a nui au progrès de cette secte. Ouais. Pierre Bertata. Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Gérald, je veux juste ajouter que il y a effectivement le numérique en tant que tel n'a pas que des effets négatifs. D'abord, en accélérant l'information, on voit que si on vous dit venez à la scientologie, un empereur intergalactique, Xenu, va vous démontrer que votre âme a été mise dans un volcan sur une autre planète. Bon, vous y croyez plus vraiment. Mais il y a aussi le fait que finalement le marché des sectes ou le marché des croyances étranges va se transformer profondément. Et c'est très difficile, j'ai pas de preuves, donc c'est vraiment une intuition, mais j'ai le sentiment qu'en même temps, ça favorise la propagation d'informations étranges, ça favorise aussi ça réduit l'intensité de la concurrence, parce que vous pouvez appartenir à différents groupes qui, dans le monde physique, n'auraient pas pu se contacter, donc vous allez partager des croyances très bizarres et qui sont contradictoires entre elles. Mais ça favorise cette diffusion, mais dans le même temps, ça limite l'intensité de la croyance, parce que nécessairement, si vous croyez simultanément que la Terre est plate, mais qu'il y a des satellites qui tournent autour du globe pour créer des tremblements de terre, c'est difficile finalement d'adhérer à fond aux deux. Donc il y a quelque chose qui est bizarre où, oui, on peut, pour revenir sur ce qu'on disait au début, peut-être que ça limite l'efficacité de la secte en tant que telle. En revanche, ça crée une sorte de paysage ou d'environnement sectaire dans le monde numérique. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions, des témoignages même à apporter ou des contestations à émettre. Commencez à vous manifester si les bras ne se lèvent pas. Alors oui, il y aura du monde qui pourra vous exprimer. Je voudrais juste vous faire un petit rappel important, ça ne prend pas beaucoup de temps, rassurez-vous, sur les critères. Hein, ce sont les travaux de l'ami Villud que vous connaissez si bien, Gérald Bronner, pour, au fond, établir une sorte de faisceau d'indices qui pourrait caractériser ou identifier ce que sont les sectes. Alors je lis, tout simplement, la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, ça c'est vraiment fondamental, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique, et oui, l'embrigadement des enfants, c'est le côté très tragique des phénomènes sectaires, des sectes organisées, le discours antisocial, ça peut verser peut-être même dans la vie politique, ça, Agnès Buzyn, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, ça finit souvent dans les prétoires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, et enfin, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Je rebondis sur ce que dessine Xavier Gors. Monsieur Raoul, vous ne pouvez pas nous faire appeler professeur. Non, appelez-moi votre sainteté. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous aura posé problème, Agnès Buzyn. Je rebondis là-dessus parce que j'aimerais qu'on insiste un peu sur celui que vous qualifiez de... Comment vous dites déjà ? Prenez le micro. Le druide décalangue. Allez, on va peut-être passer à des premières interventions, questions dans la salle. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration. Souvent, vous avez envie de témoigner. Allez, prenons la première personne qui avait un bras. Madame, s'il vous plaît, avec le micro, allez-y. Transmettez, merci. Nous vous écoutons. Bonjour et déjà merci pour cette seconde conférence tout aussi intéressante que la première. Dans la continuité. Voilà, exactement. Vous avez fait référence plusieurs fois, tous les trois, je crois, au Covid. Et je vais solliciter votre expérience aussi sur un des points pour mieux comprendre, notamment le doute, l'incertitude que vous avez mentionné au début, qui justifiait, je pense, le premier confinement. Juste avoir votre éclairage sur les raisons et les mécanismes derrière le second et le troisième confinement, avec l'impact économique et autres qu'on a pu ensuite aussi débattre dans le débat public. Merci. Alors, on s'éloigne un peu des dérives sectaires, mais c'est vrai que le Covid a été un tournant. Et d'ailleurs, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, il y a aujourd'hui une augmentation incroyable, une croissance incroyable du marché de l'ésotérisme depuis le Covid. Je crois que c'est plus de 400% sur
les pierres et autres gris-gris, et plus de 60% de vente de livres. Hein. Donc on est vraiment face à une société aujourd'hui qui doute de tout et qui est dans le on nous ment, il va falloir chercher des réponses ailleurs. Alors pour répondre vraiment précisément à la question du confinement, donc moi, malheureusement, je dis malheureusement parce que j'aurais vraiment aimé gérer cette crise, je suis partie le 15 février avant que le virus n'arrive en Italie. Donc en fait, il n'était pas parti de Chine encore. Et je suis partie donc un mois avant le confinement en France. Ce confinement, il était absolument le seul moyen d'éviter des morts et d'éviter des réanimations surchargées. Il n'y avait absolument rien d'autre de possible. Le deuxième confinement, ils ont essayé, si je le comprends, hein, je n'étais pas au gouvernement, j'observais, mais ils ont essayé d'abord des mesures plus acceptables qui étaient les couvre-feux. C'est-à-dire qu'on évite les contacts dans les bars, etc., les restaurants, on va travailler, mais voilà. Et en fait, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'en termes d'interaction humaine, on a vu quand même l'augmentation du nombre du cas, et donc on allait se retrouver de nouveau avec des réas surchargés, etc. Et donc ils n'ont pas eu d'autre choix. Après, il faut bien comprendre que tous les pays n'ont pas agi de la même façon. Certains ont fait des confinements qui ont duré presque 2 ans. Vous allez en Australie, ils ont fermé les frontières 2 ans. La Chine, n'en parlons pas. Ça a été un drame d'ailleurs quand ils ont réouvert à la vie sociale au bout de 3 ans. Donc chaque pays a eu sa propre politique. À la fois, c'est incompréhensible, parce qu'on se dit, mais pourquoi, enfin, on devrait avoir tous le même rationnel scientifique pour faire en sorte qu'on impose aux gens de rester chez eux, etc. Mais on a aussi des phénomènes culturels. C'est pas étonnant que la Suède ait réussi à passer le Covid sans confiner. En fait, il y a eu une autorégulation des citoyens qui ont compris très vite, et c'est là où je parle des pays du Nord qui ont une culture de la santé publique, du bien commun qui n'est pas le nôtre. Hein. Nous, on est des rebelles, donc à la fin, il faut interdire. Voilà. Et en fait, on n'a pas cette auto-censure, autorégulation qui fait que certains pays ont pu mieux gérer. Moi, j'ai vécu en Suisse pour le 2e et 3e confinement. Je travaillais à l'OMS. Je suis arrivée en Suisse le jour du premier confinement, mais en fait, ils avaient le droit de faire des dîners à 6 personnes ou à 8 personnes. En France, on n'avait pas le droit. Eh bien, ça m'a frappée, mais c'est vrai que les Suisses avaient une culture, on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas les mains, on se lave les mains tout le temps, etc. Les Français ne sont pas comme ça, on s'embrasse, on se touche, on n'est pas tactile. Donc, en fait, c'est très compliqué d'avoir un jugement ex post sur les mesures qui ont été prises, je pense, du mieux qu'ils pouvaient, parce que nous ne sommes pas tous égaux par rapport au comportement de santé publique et de protection de l'autre, et de ce qu'on estime être du bien commun. Et à la fin, et je pense qu'on peut rendre hommage quand même à ce gouvernement, ça a été publié par l'OMS dans le plus grand journal scientifique, la France est le 2e ou 3e pays en termes de qualité de gestion de crise et en termes de mortalité évitable. Donc on n'a pas fait si mal. Sur les Dieu 194 sait s'il y a eu des polémiques sur la gestion de crise. Et Dieu sait que moi-même, je n'ai pas été d'accord, je le raconte dans mon journal, il y a des choses, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'ils font. Bon, voilà, mais à la fin, au global, on ne s'en est pas si mal sorti malgré les 100 000 morts. Voilà, c'est horrible, plus que ça, bien sûr, c'est horrible. Mais comparé aux autres, c'est tout pareil. C'était une question sur la crise Covid. Hein. Nous sommes un peu éloignés de notre sujet de base, mais c'était intéressant tout de même. Allez, faisons circuler la parole. Monsieur, peut-être, vous êtes juste bras levé là. Allez-y, prenez le micro. Oui. Oui. Merci. 2 questions très courtes. Peut-on avoir une idée du nombre de personnes qui sont touchées par le phénomène sectaire ou les dérives sectaires en France actuellement ? Et deuxième question, que pensez-vous de la politique qui est menée par les pouvoirs publics pour lutter contre le développement des sectes et des dérives sectaires, la politique actuelle ou la politique de ces dernières années? Gérald Bronner, est-ce qu'il y a des données réellement chiffrées sur... Non, sur l'ensemble du c'est phénomène. compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est très difficile, tout simplement parce que probablement l'essentiel statistique du phénomène sectaire passe en dessous des radars. C'est-à-dire une secte, la plupart du temps, c'est aussi un petit nombre de personnes. Et il y a des alvéoles. Et aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans le monde numérique peut avoir des fans qui constituent pas forcément la définition d'une secte, mais entretenir avec une dizaine de personnes parmi ces fans une relation type sectaire. Donc on a des alvéoles.
pendant longtemps, les sectes, ce qu'on appelait une secte, ça veut dire sectarer, ça veut dire se séparer, en fait, étymologiquement une secte. Donc en fait, c'était une séparation d'une religion instituée. Et d'ailleurs, il était commun d'avoir ce trait d'esprit de dire que finalement, les religions sont des sectes qui ont réussi. Voilà. Et d'où la complexité de les stigmatiser en tant que groupe. Et c'est pour ça qu'on parle non pas tant de sectes que de dérives sectaires. En fait, ça dépend de ce que font ces groupes. Et il y a des dérives sectaires à l'intérieur des grandes institutions religieuses. On peut observer des dérives sectaires de cet ordre. Donc c'est très difficile de répondre à votre question parce que précisément, le périmètre même de ce qu'on appelle une secte est très poreux en réalité. La deuxième question, c'était quoi, pardon je me rappelle plus. Non, mais je crois que ça répond à ce qui a été dit. Sur la position que vous pouvez avoir sur la lutte contre les dérives sectaires. Alors très rapidement, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste des politiques publiques, mais je dirais que la France est une exception internationale. Il y a la Miviludes. Là, je parle sous le contrôle d'Agnès qui en sait plus que moi. La France est un des rares pays où il y a une institution publique qui s'intéresse à ces questions. Et d'ailleurs, à ce titre, la France est très critiquée par un certain nombre de pays qui voient dans cette démarche une mesure liberticide sur la liberté d'opinion et la liberté de croire. C'est toujours, quand on veut réguler d'une façon ou d'une autre la question des opinions en démocratie, on est toujours à deux doigts de prendre des mesures qui sont des mesures qu'on pense de bon sens et bien intentionnées, mais qui pourraient se retourner en mesures liberticides mises entre les mains d'un autre pouvoir politique. Donc il faut être très attentif à cela. Moi, je suis engagé dans la Miviludes, dans le conseil d'orientation, mais lorsque le président de la République m'a demandé de présider une commission sur la question de la régulation des fausses informations, nous avons été très attentifs, et en particulier avec le professeur Bertrand Verusfeld, qui a rédigé la partie juridique, et nous étions tous d'accord pour ne pas ajouter, ne pas faire une proposition de loi. De toute façon, nous n'avions pas ce pouvoir, mais nous pouvions suggérer une nouvelle proposition de loi, et il ne nous a pas paru que c'était nécessaire d'ajouter une loi à celles qui existent déjà. Parce qu'encore une fois, on en a des exemples, vouloir réguler la question des opinions dans un espace démocratique, c'est prendre quand même le risque de prendre à un moment donné, dans 20 ans, des mesures qui vont devenir liberticides. Très bon dessin de Xavier Gorce, une fois de plus. Madame, au deuxième rang ici, question. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour vos interventions. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire part de vos réflexions de la manière aussi concrète que possible concernant deux sujets ? Le premier, l'asymétrie informationnelle, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Comment améliorer sa qualité ? Je pense à un thème tout particulier qui s'appelle la gestion du stress. J'aimerais bien savoir qui n'y est pas confronté. Et pourquoi pas céder peut-être d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, y compris pour contrebalancer tout ce qui peut se déverser sur le sujet. Deuxième point qui me paraît fondamental, vous en avez parlé, concernant la défiance à propos des messages de santé publique. Vous avez posé une question, madame, qui parle ? Il me semble fondamental et urgent de faire un effort de pédagogie et de communication sur le sujet suivant. Qui est et quelles sont les parties prenantes derrière ceux qui parlent officiellement ? Et peut-être serait-ce un moyen de retrouver une certaine confiance. Alors, merci pour vos éclairages. Merci pour la question double. D'abord les algorithmes, Pierre Bentata, et qui parle Agnès Buzyn. D'accord, on fait comme ça vous va ? Allez, on commence par vous, Pierre. Alors, sur la façon de se protéger, je pense que c'est Gérald qui est le mieux placé en réalité. De ce que je comprends, il vaut mieux faire de la métacognition et apprendre comment on se fait piéger nous-mêmes. Et ça passe par de l'éducation et de l'enseignement. Moi, je milite vraiment pour qu'on fasse de l'enseignement numérique très tôt, beaucoup plus tôt que dans les études supérieures. Parce qu'on s'aperçoit quand même que, moi je le vois avec mes étudiants, une fois qu'on leur a montré pourquoi ils se font avoir par certaines informations et quelle est la mécanique qu'il y a derrière, ils sont beaucoup plus attentifs. Mais individuellement, ce qu'on peut faire, c'est donc piéger l'algorithme de nos réseaux sociaux. Et ça implique de nous obliger à aller regarder des informations avec lesquelles on n'est pas d'accord, étendre notre champ, s'abonner à des comptes qui ne nous plaisent pas, lire des journaux qui ont des lignes éditoriales qui ne nous intéressent pas, parce que comme ça, l'algorithme, ne comprenant pas ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous classe dans plusieurs catégories et finit par vous donner des informations contradictoires. Donc il faut domestiquer cette machine, parce qu'elle n'est pas mal fichue en tant que telle, mais encore une fois, elle réagit pour maximiser votre bien-être. Et d'un point de vue algorithmique, maximiser votre bien-être, c'est faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc si vous la nourrissez différemment, elle vous donnera des contenus qui sont différents et finalement qui seront meilleurs pour vous, même s'ils vont moins vous plaire.
Et qui parle, Agnès Buzyn? Oui, vous avez évidemment raison, c'est très très important. La transparence est une qualité indispensable évidemment à la compréhension de l'information. Alors je pense que la France est très bien outillée. Le problème c'est que les citoyens ne le savent pas parce que c'est un peu du back-office. Mais il se trouve que toutes nos institutions publiques, c'est-à-dire toutes nos agences sanitaires, moi j'en ai dirigé 3, mais notamment la Haute Autorité de Santé, qui fait les recommandations de bonne pratique, a des règles vraiment drastiques en termes de lien d'intérêt, avec un déontologue qui est un magistrat. Tous liens d'intérêt sont publiés sur un site qui s'appelle transparence.gouv. Donc quand vous avez un expert qui est accueilli pour un groupe de travail, vous avez tous ces liens d'intérêt sur transparence. La loi est très, très, très sévère. Si vous ne les déclarez pas, vous risquez 5 ans de prison. Donc 70 000 € d'amende, 5 ans de prison. Vous ne rigolez pas avec la déontologie et les liens d'intérêt. Donc c'est les lois successives qui se sont renforcées, notamment la dernière était celle de Xavier Bertrand après l'affaire du Mediator. Mais nous sommes quasiment un des seuls pays à exiger cela. La plupart des pays européens, c'est d'ailleurs un des problèmes pour l'évaluation des médicaments à l'échelon européen, n'appliquent pas ces règles de description des liens d'intérêt, des experts, etc. La France, elle est vraiment à un point tel qu'on a parfois des experts qui ne sont des experts de rien, parce qu'ils n'ont justement absolument jamais travaillé sur des essais cliniques, etc. Donc on arrive quasiment à un excès inverse où on ne sait pas très bien qui sont les experts des maladies rares, puisqu'ils n'en ont jamais vu, quoi. Donc, mais en tous les cas, en termes de transparence de ceux qui font les recommandations, je pense qu'on est exemplaire. Le problème, c'est que vous ne le savez pas et que personne ne va chercher à savoir comment fonctionne la Haute Autorité de Santé ou Santé publique France ou l'Institut national du cancer. Mais les garde-fous sont extrêmes. À l'inverse, je pense que tous les gens qui vont sur les réseaux sociaux ont de très forts liens d'intérêt. Ce qui est extraordinaire, je reprends Raoult, je vais aller vite, mais il a expliqué qu'en fait l'hydroxychloroquine, lui, il avait un traitement, c'était pour lutter contre le lobby industriel. Mais le Covid, on avait 0 médicament en fait. 0. Les gens étaient en réa, ils avaient de l'oxygène. Alors si le lobby c'est l'oxygène, bon, ok. Mais en fait, l'hydroxychloroquine, elle a été produite par un laboratoire qui s'appelle Sanofi quand même. Il aurait pu mettre des garde-fous. Il aurait pu dire, moi je veux pas que mon médicament, qui n'est prouvé sur rien, soit utilisé. Donc c'est incroyable, il a réussi à retourner l'argument de dire que lui, il luttait contre les lobbies pharmaceutiques, alors que c'était le seul à utiliser un médicament produit par un industriel, et que malheureusement en réa, on n'avait rien d'autre que de l'oxygène à forte dose. Voilà, je trouve qu'à un moment, on aurait dû expliquer tout ça aux Français. Et il faut savoir que Sanofi est dans le conseil d'administration de l'IHU de Marseille, il paye, etc. Donc, incroyable qu'aucun journaliste n'ait à un moment posé cela sur le... Voilà, c'est une star médiatique. C'était une personnalité qui faisait du score sur les chaînes d'info continue. Donc, il était invité à ce titre. Encore des questions dans la salle, peut-être? Oui, venez avec le micro dans les premiers rangs. Ou allez-y. Ah. Non, mais c'est égal. Mais... Voilà, merci. C'était très intéressant. Mais n'y a-t-il pas différents types de profils d'adhérents aux sectes en fonction du type de demande et d'aspiration? On a parlé de situation de vulnérabilité, c'était très clair, d'aspiration complotiste et de quête de sens. Quand même, le profil des adhérents doit être assez divers en fonction de ce que vous avez évoqué, non, Gérald? Gérald Brunner. Oui, certainement. C'est comme tout phénomène social, il est éminemment multivariable. Et il faut faire très attention à ne pas le rabattre sur une de ces variables seulement. Ce qui est simplement intéressant dans ce qu'on est en train d'observer, donc qu'on appelle le conspiritualisme, c'est que précisément des gens qui auparavant avaient des profils très différents, c'est-à-dire que dans le conspirationnisme, on trouvait plutôt des gens qui s'intéressaient à la géopolitique, à la question de la vérité des attentats sous la réalité journalistique ou même de l'histoire en général. Les autres étaient plutôt un profil, on va dire, New Age, c'est-à-dire que considéraient que la
la science officielle ne disait pas tout, soit volontairement, soit parce qu'elle ne savait pas tout, qu'il y avait des racines spirituelles, une sagesse ancestrale qui connaissait mieux le monde en fait que par exemple la médecine occidentale. Donc ce sont deux univers, si je puis dire, très distincts. Et le fait de les voir se rapprocher et de s'échanger entre eux des thèmes rend l'univers mental qu'ils ont beaucoup plus complet. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait observé rien que pour le conspirationnisme. Il y a une sorte de pseudo-loi comme ça où on dit que quand quelqu'un commence à adhérer à une théorie du complot, si vous retournez le voir dans 10 ans, il aura adhéré à toutes les théories du complot. Pourtant, quel rapport y a-t-il entre « On n'a pas marché sur la Lune vraiment », c'est un film qui a été fait par Stanley Kubrick, et les vaccins, c'est bidon parce que par exemple même les virus n'existent pas. Il y a des propositions intellectuelles comme ça qui vous disent que le virus, ça n'existe pas, et ça c'est aussi dans certaines sectes. Il n'y a apparemment aucun rapport, mais la grande puissance de la crédulité, c'est qu'elle est protéiforme, un peu comme le dieu Proté, vous savez, chez les Grecs, qui pouvait prendre toutes sortes de formes. Elle est protéiforme, et donc en fait, elle envoie son arborescence, et tout à coup, le cerveau humain est si bien fait qu'on utilise malheureusement notre génie à rendre des choses cohérentes qui ne l'étaient pas auparavant. Donc c'est fortement, en effet, quelque chose qu'on va voir advenir, que des propositions intellectuelles très différentes vont s'unir pour former un contre-front tout simplement aux institutions. Et c'est pourquoi tout ce qu'on a dit là est généralement prédit statistiquement, qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en mettant à part les autres variables, tout simplement par la méfiance en fait. L'indice le plus inquiétant, c'est la méfiance sur les institutions en général. Alors pas la science, en fait, on a dit que la science, on se méfiait de la science, mais pas en fait, non, la science en général, elle a des scores de dictateurs, hein. On croit à la science à 80 ou 90%, un peu partout, mais la science en particulier, c'est-à-dire en matière de médecine, sur cette question, là, on n'y croit plus. Les institutions politiques, les institutions médiatiques, et plus grave peut-être aussi la confiance en autrui, c'est-à-dire les interrelations, ça c'est un indice très, très inquiétant. Et pour faire un hommage à nos rencontres ici, la confiance aussi en l'avenir. Là, à peu près tous les indices sont extrêmement inquiétants, et pas qu'en France, hein, on a vraiment de la comparaison internationale. Les gens ne veulent plus vivre dans l'avenir, en fait, ils préfèrent soit vivre dans le présent, soit dans un passé immédiat. C'est ce que j'ai proposé dans une chronique de l'Express récente d'appeler la nostalgie, N-O-W, quoi, c'est-à-dire la nostalgie du présent. Nous sommes hors délai, hein. C'est une intervention très courte ou Oui, c'était... Vraiment, allez-y. Moi, j'avais une question de curseur très rapidement qui est important. J'ai intégré pendant un certain temps un mouvement sectaire pendant des années où moi-même j'en étais dépendant. Et j'ai remarqué une chose, c'est que justement dans ce mouvement sectaire, la particularité, c'est le doute. C'est que ces gens-là doutent des informations qu'on leur a données. Alors la question, c'est où se positionne l'esprit critique, où se positionne le doute lorsque les conspirationnistes doutent des informations populaires ou des informations qu'on va leur apporter, et nous qui tentons d'essayer de dénicher un savoir à travers le fait de douter de ceux qui, de base, doutent aussi. Donc, où est-ce qu'on le positionne, ce doute-là ? Allez, c'est une question, mais qui participe de la conclusion de cette table ronde. Pierre Mentata, peut-être un élément de réponse sur ce qui vient d'être dit ? Moi, j'en reviens à la culture scientifique, c'est-à-dire que si vous doutez de façon scientifique, méthodique, et que vous refusez, par exemple, je ne sais pas moi, vous refusez les conclusions actuelles sur la théorie des cordes, bon, c'est parfaitement légitime, à condition que vous regardiez ce qui se dit, pourquoi les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, qu'est-ce qui manque là-dedans. Ce qui est tout à fait différent de douter de la science elle-même, quoi. Et donc, à mon avis, il faut renforcer cette culture en expliquant que justement dans une société où on est très individualiste, on reconnaît énormément la singularité des gens et que donc il y a une forme d'égalité qui est une égalité ancrée en nous, accepter qu'il y a certains phénomènes, notamment scientifiques, qui ne sont pas démocratiques et que ça s'impose et vous devez accepter. Et que donc la parole de l'élève par rapport au professeur, elle ne vaut pas la même chose. La parole d'un scientifique par rapport à quelqu'un qui lui dit ta gueule parce que j'ai 1 million de followers et pas toi, ça c'est pas non plus un débat. Et il y a certaines réalités qui de toute façon doivent être acceptées. Et que donc quand on ne sait pas, ce qui est notre cas dans une infinité de domaines, on regarde ce que dit le consensus scientifique et on se tait, on attend que ça avance. Et très rapidement, mais je pense que le vrai problème sur l'émergence du phénomène Raoult était vraiment lié à ça. C'est que je pense que de bonne foi, les médias se sont dit on va montrer comment la science se fabrique. Et donc on va faire venir des gens qui ont des opinions différentes, enfin des avis d'experts différents. Sauf que nous, en tant qu'auditeurs, nous ne l'avons pas du tout réceptionné comme ça. Et on a vu des scientifiques et on a découvert que des scientifiques pouvaient ne pas être d'accord.
Et au lieu de comprendre que c'est la science qui se fabrique comme ça, on s'est dit, alors ça veut dire que la science est une opinion comme une autre. Donc oublions la science et puis suivons les gens qui nous offrent des réponses clés en main, pas de Covid, l'hydroxychloroquine ou ce que vous voulez. Allez, merci pour votre intervention tout à l'heure. Agnès Buzyn, c'est vous qui allez vraiment fermer la conclusion, parce que moi j'ai rendez-vous avec mon chaman, hein, donc on va finir. Non, je voudrais faire le lien complotisme et démocratie. Hein. Oui, je voudrais faire le lien avec la table ronde précédente, parce que ça peut paraître un petit sujet, ça n'est pas un petit sujet. C'est un énorme sujet de société. C'est la confiance dans l'autre, c'est la confiance dans les institutions, c'est la défiance comme un mode de pensée systématique qui est très dangereux, en fait. Et il y a un lien très très fort entre l'adhésion à ces thèses, quelle qu'elle soit, cette nébuleuse conspirationniste, ésotérique, etc., et le populisme, et donc l'avenir de nos démocraties. Merci à vous, Agnès Buzyn, Gérald Bronner, Pierre Bentata. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Vous pouvez reprendre une vie normale. Merci.